Juvin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes député LR, vous êtes aussi le maire ou l'ancien maire de la Garenne-Colombes, la ville qui est chère à votre cœur et qui est jumelée, vous nous disiez, avec une ville israélienne. Yokneam, qui est située dans le nord du pays. Et je recevais ce week-end le maire Simon El-Fassi, qui va partir. Il a fait 45 ans de mandat. Il a transformé sa ville en faisant une véritable Silicon Valley. Donc c'est un homme absolument remarquable. 45 ans de mandat. Tiens, un troisième mandat pour Emmanuel Macron, vous en pensez quoi? Non, on reste... Alors, en fait, l'action publique, quand on est maire, nécessite beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'à une époque, en France, il a été évoqué, enfin une époque, non, il y a 2-3 ans, avant le Covid, de limiter les mandats de maire à 2 successifs. Ce serait absolument absurde. Faut au moins 3 pour réaliser ce qu'on fait. 3 à 4, enfin, El-Fassi me disait que lui, ça fait des sujets il y a 5 mandats qu'il a commencé. Moi, j'ai été maire de la Garenne entre 2001 et 2021, et j'ai une partie de la commune qui est aménagée sous forme d'une ZAC, zone d'aménagement concerté. L'aménagement n'est pas terminé, non. Il faut le temps long dans l'action publique locale. Il faut le temps long pour sauver Marseille aussi. Emmanuel Macron y est allé, il y est. Il a annoncé notamment que les amendes pour consommation de drogue seront désormais payées immédiatement. Les policiers pourront prendre du liquide ou la carte bleue. 35% seulement des amendes aujourd'hui pour consommateurs sont recouvrées. Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, c'est une très bonne idée. La lutte contre les trafics de drogue se heurte à l'effectivité des peines. Vous me direz, comme dans toute l'application du code pénal. Mais comme ce sont des infractions extrêmement fréquentes, je crois que 25% des infractions dans les métropoles, il faut évidemment que la peur du gendarme se traduise par quelque chose et pas simplement par une convocation devant un tribunal de police ou correctionnel, pire, qui finalement n'exécutera jamais une peine. Donc le paiement d'une amende forfaitaire immédiate, c'est la bonne solution. Du point de vue du médecin, frapper les consommateurs pour les dissuader, c'est nécessaire ? Alors, ce qu'on sait, c'est que l'utilisation du cannabis, d'abord, est très mauvais pour la santé, et particulièrement sur les jeunes. Quand vous prenez, il y a des études qui ont été faites, quand vous prenez des cerveaux en développement, des adolescents, 12, 13, 14 ans, vous observez que l'utilisation régulière de cannabis se traduit par des effets que l'on voit, y compris au scanner. Il y a des scanners qui ont été faits sur des ados de 16 ans qui consomment du cannabis depuis 2 ans, et on observe que, par exemple, la taille du lobe frontal dans le cerveau, qui est le lobe de la relation sociale, on va dire, est plus faible, est aminci. Il y a moins de synapses, il y a moins de connexions nerveuses. Donc il y a une véritable toxicité, particulièrement chez l'enfant. Emmanuel Macron a aussi parlé économie à Marseille, et puis il a dit à une dame qui n'avait pas d'emploi pour son fils: je vous trouve 10 offres d'emploi si on fait le tour du Vieux-Port. C'est une rechute du président, ou est-ce qu'il a raison? Non, mais c'est à la fois une rechute et en même temps il a raison. Écoutez, quand vous entendez Geoffroy Roux de Bézieux, patron du MEDEF, le futur ex-patron du MEDEF, il dit une chose très simple: il ne connaît pas un seul chef d'entreprise qui ne cherche pas quelqu'un pour travailler. Et moi, en tant qu'élu local, je peux vous le dire, je ne connais pas un artisan, un commerçant, une PME, un hôpital, une maison de retraite qui ne nous disent pas la même chose. Nous n'arrivons pas à embaucher 5 millions de chômeurs, et en même temps, tout le monde cherche à embaucher. Donc je crois que le vrai sujet, il est là, bien sûr. Est-ce que vous avez les gens se mettent à travailler. Est-ce que vous avez une idée de la part qui revient au manque de formation, parce qu'on s'improvise pas infirmière en EHPAD ou même serveur restaurant, et puis la part de mauvaise volonté, de gens qui ne veulent pas travailler? Très, très clairement, l'assisté permanent, d'abord, ne peut pas gagner plus que celui qui travaille. Or, on s'aperçoit que parfois c'est le cas. Avec un peu de travail au black, vous vous en sortez. Donc on a ce sujet-là, Et puis la formation, la France est le pays de l'OCDE, enfin l'avant-dernier pays de l'OCDE, où le système de formation est le moins en adéquation avec les besoins réels du pays. Il y a des classements compliqués qui disent ça. Et je regardais, il y a un exemple, ce sont les chercheurs en sciences sociales. 22%, enfin un quart, on va dire, des apprentis chercheurs en M2, Master 2, sont des chercheurs en sciences sociales. 25%. On n'a pas besoin d'autant de chercheurs en sciences sociales. Et quand vous regardez à l'autre bout du spectre, quels sont les chercheurs employés par les entreprises, les chercheurs en sciences sociales, c'est 2% simplement. Et en même temps, on n'a pas suffisamment de chercheurs en maths, en physique, en informatique, en biologie. Vous voyez, c'est ça le sujet. On forme des tas de gens dont le pays n'a pas besoin, d'un côté, et de l'autre, c'est vrai qu'il y a des incitations à ne pas travailler. Mais des syndicats d'enseignants vous diront, le but de l'école, c'est de former des citoyens. Ils ont envie d'être en sciences sociales, ils y vont. On n'est pas là pour répondre aux besoins de l'économie. Ils ont partiellement raison et partiellement tort. Le but de l'école, alors l'école et l'université, c'est différent. L'école, c'est d'apprendre, c'est le savoir, et accessoirement, on peut en plus apprendre à aimer la France, c'est pas mal. Mais l'université, elle est là aussi pour former des citoyens qui auront un métier. Le rôle de l'université, c'est aussi de former les futurs cadres du pays. Les cadres, ce sont des gens qui travaillent et pas des gens qui vivent
d'allocation. Est-ce vraiment le rôle d'un président de la République de passer 3 jours dans une ville, fût-ce Marseille, et c'est pas la première fois qu'il y va dans son quinquennat? Vous savez que sous la Ve République, le président de la République fait beaucoup de choses, à tel point que Jean-François Revel avait signé un livre qui s'appelait La Ve République, ou l'absolutisme inefficace, parce que justement il reprochait au président de tout faire, c'est institutionnellement fixé. Sur cette affaire de Marseille, alors que le président s'intéresse à Marseille, c'est plutôt une bonne chose. Moi, il y a 2 remarques à faire. La première, c'est bien de dire qu'on va mettre des milliards sur la table. Mais la vraie question, c'est à quoi ça sert et pour quelle efficacité. Alors, je remarque que la dépense publique n'est jamais exprimée en matière d'efficacité, mais toujours en valeur. J'ai mis tant de milliards sur ce plan. Oui, certes, mais enfin, si ça n'a aucune efficacité, moi, ça ne me plaît pas. Je suis contribuable. C'est aux parlementaires peut-être d'aller voir après. Oui, absolument. Le parlementaire ne fait pas suffisamment ce travail d'efficacité. Et puis, Marseille, c'est aussi un deuxième sujet. L'idée que les pouvoirs publics disent la capitale est à Marseille pendant 3 jours, c'est au fond la question de cet hypercentralisme français, où tout se décide à Paris, d'une manière parfois inadéquate. Moi, je crois à la décentralisation. Quand les décisions sont prises localement, elles sont souvent plus efficaces et moins coûteuses. Le président de la République a confié au passage qu'Elisabeth Borne présenterait, avant le 14 juillet, un état des réformes en cours. Vous interprétez ça comme un sursis, un renouvellement de la confiance ? Ça, c'est de la communication. Je ne suis pas dans le cerveau du président. Que la première ministre doive présenter un bilan de son action, moi, je trouve ça plutôt bien. Et je trouve que ça devrait se faire plus fréquemment et pas simplement à la demande du président de la République. Dans toute politique, enfin, il faut qu'on se mette dans la tête, nous les Français, que les politiques publiques doivent être évaluées. Alors ça paraît être une évidence quand je vous le dis autour de la table, sauf que ça n'est pas suffisamment fait. Le nombre de dépenses publiques qui ne sont jamais évaluées est considérable. J'ai vu un rapport qui sortait sur l'efficacité de la dépense publique en matière d'enseignement. Nous en parlions il y a 5 minutes. Quand vous regardez que l'enseignement privé sous contrat coûte moitié moins par élève que l'enseignement public, pardon, mais il y a quand même une question qu'il faut qu'on se pose. Elle avait 100 jours, Elisabeth Borne, pour une feuille de route, pour relancer les réformes. Il en reste moins de 20. Vous avez vu un changement ? Non, mais tout ça, c'est de la com, 100 jours, 120 jours. Nous parlions tout à l'heure du temps long. Le temps long est nécessaire en politique. Et il faut, je crois, que les hommes et les femmes politiques apprennent à rendre la parole publique plus rare, plus précieuse. Parce que, à force d'être sans arrêt dans l'hypercommunication, eh bien, les Français ne savent plus ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Donc, le 100 jours, honnêtement, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je préfère une politique efficace en 200 jours qu'une politique communicante, mais pas efficace en 100 jours. Et il y a encore 4 ans, dans ce quinquennat, mais on a l'impression que la machine est bloquée, parce que le temps long sans majorité à l'Assemblée, ça sert à rien. Absolument. Il y a un sujet majeur, c'est qu'il y a encore 4 ans, et il n'y a toujours pas de majorité. D'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'il y ait de majorité si rien n'est décidé. Et vous abordez là un sujet fondamental, c'est est-ce que le pays peut, pendant 4 ans, faire du texte par texte à l'Assemblée nationale, essayer de trouver un coup une majorité avec machin, un coup une majorité avec truc. Moi, ça me semble difficile. Dans tous les pays démocratiques de l'Union ou de l'Union européenne, par exemple, il y aurait des coalitions qui se mettraient en place. Comme on fait en Allemagne. Mais partout, quand vous n'avez pas de majorité, vous créez des coalitions. C'est ce que j'ai vécu, moi, au Parlement européen depuis très longtemps. Nous recevons des parlementaires LR qui nous disent à votre place, non, on n'est pas là pour sauver le président et on n'est pas là pour l'aider à sauver son quinquennat. Plusieurs choses. D'abord, oui, je sais, moi, je suis très minoritaire de mon parti LR quand je dis qu'il faut que nous travaillions de manière formalisée. Je suis très minoritaire, je l'avoue. Je crois toutefois que il faut pas se tromper. L'idée, c'est pas d'être un parti supplétif. L'idée, c'est pas d'être la jambe qui manque à la majorité. Et d'ailleurs, si demain il y avait une décision de travailler d'une manière formelle entre LR et la majorité, un pacte de gouvernance, oui. Ouais, ça ne pourrait pas être le projet de la majorité. Ça ne pourrait pas être le projet des LR. Ça serait autre chose. Quand les Allemands, les socialistes et les conservateurs décident de former un gouvernement ensemble, ce n'est ni le programme des socialistes, ni le programme des conservateurs, c'est autre chose. On se met à table, on prend un stylo, on prend une feuille de papier, et pendant des semaines et des semaines, c'est pas en une journée qu'on fait ça, on écrit précisément ce qu'on va faire ensemble. Et il faut après quelqu'un pour servir d'arbitre, ou faire travailler ces gens ensemble. Vous l'identifiez dans la classe politique, cette personne ? Écoutez, je pense que le futur Premier ministre, si on veut élargir la majorité, devra être capable d'amener une 40aine ou une 50aine de députés supplémentaires. Sinon, il n'y a pas de plus-value. Existe-t-il ? Eh bien, il existe peut-être. Peut-être faut-il regarder du côté des Républicains. Premier chantier, la loi immigration. Est-ce qu'elle peut advenir ? Elle ne se passera pas sans cet accord LR-gouvernement ?
C'est vrai. La loi immigration, d'abord, elle est indispensable. Et Éric Ciotti a mis sur la table les termes du débat. Comment fait-on ? Veut-on que la France continue à être une zone ouverte, sans aucune contrepartie ? Moi, je crois que la France est en train de se dissoudre, avec en plus une difficulté particulière, c'est que nous avons une immigration qui est non qualifiée. Par rapport à nos voisins qui aussi ont une immigration, nous avons une immigration non qualifiée. Moi, je veux qu'on accueille des étudiants, je veux qu'on accueille des diplômés, je veux qu'on accueille des gens qui vont aider la France à être tirés par le haut, vers le haut. C'est ça une immigration choisie. Nous voulons choisir notre immigration. L'immigration a fait l'objet d'un texte voté au Sénat par une majorité LR. C'est peut-être de ce côté-là qu'il faut chercher et l'homme qui pourrait aller à Matignon et l'issue pour ce texte. Eh bien, écoutez, moi je crois que le président Larcher a beaucoup de qualités, et en particulier celle d'être un homme d'État qui mène le Sénat dans un rôle extrêmement sage. Donc, en tant que député, je dis beaucoup de bien du Sénat. Et est-ce que 40 députés suivraient un gouvernement mené par Gérard Larcher ? Tant qu'on n'a pas mis tant qu'on en reste à des généralités, les choses ne peuvent pas se faire. Il faut d'abord rédiger, il faut rédiger ce vers quoi on veut aller, mais aussi il faut qu'en face, dans la majorité, les gens y soient prêts. Et très franchement, je pense que autant vous avez fait remarquer qu'un certain nombre de députés républicains manifestent une sorte d'opposition à cette situation et que je suis un peu minoritaire de mon parti, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui dans la majorité, il n'y a pas de signe. Une journée des consultations avec des référendums nationaux et locaux pour faire avancer aussi les réformes, c'est ce que propose la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Bonne idée ? Tout dépend ce qu'il y a dedans. Vous voyez, je n'aime pas la politique spectacle et je n'aime pas la politique hyper-communication. Avant de dire ça c'est bien, ça c'est mal, lisons les textes, regardons le substrat des choses, arrêtons d'être dans la politique spectacle permanente. Dans un an, nous serons aux élections européennes. Qui doit mener la liste Les Républicains ? Plutôt François-Xavier Bellamy avec cette droite très à droite ou plutôt Michel Barnier ? Il n'a pas des mésérités, Bellamy, parce que vous savez que nous sommes maintenant très peu en nombre de députés européens. Donc c'est un homme de très grande qualité. Barnier a pour lui d'avoir une très grande connaissance des institutions européennes et d'être reconnu. Voilà, je ne connais pas les termes. Les termes du débat sont posés. Ils devront être arbitrés par le président du parti. J'avoue que je ne sais pas répondre. Et c'est une élection décisive pour les LR, pour montrer qu'ils existent encore. Il est clair que si nous refaisons l'excellent score des présidentielles, nous avons du souci à nous faire pour l'avenir. Philippe Juvin, merci et bonne journée. Merci messieurs, on retiendra. Arrêtons d'être dans la politique spectacle permanente. Christophe Barbier, on vous retrouve demain en compagnie de Pierre-Yves Bournazel, secrétaire général d'Horizon. À demain. À demain. Radio J, retrouvez le Barbier